Bien, merci beaucoup. On va la surprise. Donc, je voulais d'abord remercier les organisateurs de leur invitation à participer à cette journée sur un sujet qui m'a obligé beaucoup à réfléchir, puisqu'en fait l'entrée par la question des pédagogies différentes de leur évaluation, c'est effectivement pas une entrée, comment dire, très développée, on va dire. Donc je vais essayer d'intervenir en trois temps. Moi, mes travaux de recherche, je les situerai dans les recherches en pédagogie, dans le champ des sciences de l'éducation. Et notamment, je vais essayer dans un premier temps d'expliquer rapidement ce que nous, on entend par pédagogie différente, puisqu'on est dans un champ social où il y a beaucoup de phénomènes de mode sur ces enjeux-là. Et je pense que je pourrais m'appuyer sur les présentations de Philippe Mérieux de ce matin pour montrer qu'il y a sans doute des formes de pédagogie qui sont tellement en rupture qu'elles impliquent peut-être qu'on ait d'autres outils d'analyse pour les comprendre que simplement de la mesure d'effet de réussite scolaire. Dans un deuxième temps, je voudrais développer la question du coup des résultats qu'on peut avoir sur les recherches sur ces pédagogies. Et puis défendre l'idée que, justement, mais je crois que ça va faire la suite, et finalement c'est peut-être bien qu'on soit sur la même table ronde, sur le fait qu'il y a un enjeu pour comprendre les pratiques pédagogiques, on ne soit effectivement pas tout le temps que dans des critères quantitatifs. Je ne vais pas m'opposer aux critères quantitatifs, je vais m'opposer à leur hégémonie dans certaines représentations. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait appeler des pédagogies différentes ou des pédagogies alternatives? Là, on peut se dire que globalement, dans le champ des pratiques d'éducation, et on a eu beaucoup de perspectives historiques depuis ce matin, on a une foule de propositions, de pratiques qui nous viennent de différents courants et dont le degré de rupture avec ce qu'on appelle la forme scolaire est variable. Alors la forme scolaire, c'est un concept qui a été élaboré par un sociologue qui s'appelle Guy Vincent, un Lyonnais, et qui positionne qu'en fait, dans la construction historique de notre système éducatif, il y a un moment donné où il y a une forme de socialisation des apprentissages qui se retrouvait d'une certaine manière assimilée à l'école. On peut situer ça dans l'héritage des Lassaliens, dans l'héritage des Jésuites, avec une manière de penser l'école comme un lieu séparé de la vraie vie, un espace dédié et dévolu aux apprentissages, et une forme de relation, et je repense aux présentations de ce matin sur les enjeux de relation, et une forme de relation plutôt centrée sur les enjeux d'apprentissage scolaire, avec des règles très impersonnelles qui font qu'on ne se fait pas de check quand on rentre dans la classe, quoi, par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Et donc par rapport à ces enjeux-là, nous on utilise ce repère de la forme scolaire pour penser ce qu'on pourrait appeler une pédagogie différente. On va considérer en gros que la forme scolaire, au sens de Guy Vincent, représente ce qu'on pourrait appeler les pédagogies traditionnelles, et puis qu'il y a eu d'autres courants qui ont construit d'autres approches. D'autres approches qui, si on prend la thématique de notre journée, sont des approches qui vont peut-être être plus ou moins adaptées, ajustées, ou une manière de répondre peut-être à des besoins particuliers de certains élèves. Alors, je peux continuer mon coming out pédagogique tout de suite, ça permettra de comprendre mon propos. Moi, pour ma part, je travaille depuis des années avec un mouvement qui s'appelle l'ICEM Pédagogie Freinée, et on a un projet de recherche en ce moment où notre hypothèse est de se dire que par rapport à l'ensemble des grandes préconisations sur l'école inclusive, nous avons peut-être déjà dans notre histoire des fonctionnements pédagogiques qui, d'une certaine manière, ont construit des modélisations inclusives. Alors, elles ne sont peut-être pas parfaites, mais elles existent, et qu'il ne s'agit peut-être pas de réinventer l'eau tiède en permanence, si on est sur ces enjeux-là. Et donc, si je continue cet élément, c'est que du coup, on va regarder les degrés de rupture qu'il peut y avoir dans les pratiques. Et là, il y a beaucoup de malentendus. Et notamment les recherches et interventions que vous venez de présenter, moi, m'intéressent beaucoup, mais elles ont en général comme caractéristique de ne pas chercher à bousculer le modèle, mais de chercher à l'ajuster, en fait. Autrement dit, ça nous donne une réflexion sur les formes de l'activité qu'on va pouvoir proposer aux enfants. Et donc, nous, on travaille sur une petite distinction qui est toute bête, on aime bien les jeux de mots en sciences de l'éducation. Moi, je distingue ce que j'appelle les alternatives pédagogiques et les pédagogies alternatives. Voilà. Alors, les alternatives pédagogiques, ça serait des pratiques qui, du côté de l'innovation, nous renvoient à des ruptures, mais qui sont des ruptures liées simplement au format de l'activité. Autrement dit, on ne change pas la démarche axiologique, on ne touche pas au projet de l'institution scolaire, on ne touche même pas à ses modes de socialisation, on touche simplement à des formats d'apprentissage au nom de l'efficacité. Et c'est ce qu'on va retrouver du coup de manière très valorisée dans l'institution scolaire, sous par exemple le numérique est de fait une innovation,
Mais le numérique n'a manifestement pas modifié, il pourrait d'une certaine manière, mais le numérique tout seul ne modifie pas fondamentalement les pratiques scolaires. Le fait que j'ai un magnifique diaporama aujourd'hui renforce même au contraire la magistralité. Et donc, si on analyse comme ça veut dire que la question de l'innovation, elle est à penser dans son degré de rupture. Voilà. Et on a par contre, dans notre tradition pédagogique, alors européenne, française, américaine, des propositions qui, elles, sont de rupture forte et qui vont toucher, là, du coup, à ce qu'on pourrait appeler des pédagogies alternatives, mais si on ne veut pas être embêté par les termes, ma collègue Marie-Laure Viau parle de pédagogies différentes, c'est-à-dire des pédagogies dans lesquelles on va chercher une entrée globale sur les apprentissages qui elle-même s'inscrit, pour reprendre les propos de ce matin, dans un autre projet axiologique. C'est-à-dire, c'est pas seulement faire l'école autrement, c'est faire une autre école. Et quand on situe ce degré de rupture, ce que je vais essayer de défendre, c'est que du coup ça devient très compliqué d'évaluer ces pédagogies, parce qu'en fait, quand on fait des enquêtes sur ces pédagogies, si on ne prend pas en compte cette dimension, on risque de les analyser avec des outils qui vont être centrés sur certains aspects, notamment en général la réussite scolaire, mais passer complètement à côté des autres dimensions que visent ces pédagogies, notamment les dimensions psychosociales. Et là, pour moi, c'est un enjeu très fort de se dire que peut-être que le thermomètre que nous avons pour évaluer l'efficacité des pédagogies est potentiellement un peu trop limité. Et c'est ce qui va nous amener à constater, ou dans certaines enquêtes internationales, à les considérer comme étant peu intéressantes ou peu efficaces. Elles ne le sont pas de par principe. Mais en tout cas, il me semble que si on doit les évaluer, il faut qu'on se pose la question de leur projet. On ne peut pas évaluer autrement que par rapport au projet qui est poursuivi. Alors, juste pour refaire un petit retour, je fais attention au temps aussi, mais on en a un peu plus, finalement, on n'est pas trop mal par rapport à ça. C'est que la plupart des pédagogies que nous avons, nous, en France, viennent du courant de l'éducation nouvelle, de l'école moderne et des méthodes actives. Et ça nous rejoint la présentation piagétienne qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce courant pédagogique, pour aller très vite, il s'est construit au XIXe siècle en rupture et en opposition avec la pensée de la forme scolaire traditionnelle, avec des pédagogues qui essaient de penser une éducation qui, justement, n'est pas que transmission de savoir, mais qui est aussi éducation fonctionnelle, qui est aussi travail émancipateur et donc responsabilisant, qui s'appuie effectivement sur les méthodes actives. Et là, pour le coup, quand je voyais la question d'une épistémologie fondée sur la preuve, par exemple, il est intéressant de se dire que l'éducation nouvelle est un mouvement qui a cherché à faire une pédagogie scientifique. Autrement dit, la référence absolue de ce courant, ça a été la psychopédagogie, qui a été à un moment donné utilisée comme un outil pour venir dire, voilà, nous, nos pratiques sont vraies, elles fonctionnent. D'ailleurs, les psychologues disent que, et notamment, moi je commence à vieillir, mais quand j'ai démarré dans ces courants-là, à la fin des années 1980, les références à Vallon, à Piaget étaient omniprésentes dans les présentations. Parce que la légitimation scientifique se faisait du côté de la pédagogie, de la psychologie dans ces courants. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est du coup des pédagogies qui vont chercher à construire une autre école, notamment en pensant l'environnement. Et donc, un environnement qui va prendre en compte les besoins de l'enfant, qui va intégrer, par exemple, une pédagogie des centres d'intérêt, et aussi ce qu'on pourrait appeler une conception naturaliste de l'éducation, qui va aller jusqu'à produire ses propres théories. Et c'est là où ce courant est intéressant aussi, puisqu'en fait, si vous allez chez des pédagogues comme Montessori ou comme Freinet, ils sont pédagogues au sens de Jean Housset, ce sont des praticiens théoriciens de l'action éducative. Autrement dit, à partir de leur action éducative, ils produisent une théorie de l'éducation. Freinet a eu la prétention, entre guillemets, de vouloir produire une théorie psychologique, empiriste mais psychologique. Donc on est vraiment sur un courant assez intéressant. Et si on veut analyser les pratiques, donc les figures référentes, je vous ai remis pour ceux qui ne connaissent pas bien, mais pour la plupart, ça doit être des figures relativement connues, que ce soit Dewey, Montessori, De Crolles, Laparette, Ferrière, Cousinet, Freinet, Fréret, Fernand Horry. On a dans les figures de ces mouvements systématiquement un projet de rupture axiologique. Et donc, moi, je vais commencer à faire la transition par rapport à des travaux qu'on peut lire. Quand je vois, si on reprend les discussions qu'il y avait avant, vouloir analyser ces pédagogies, à mon sens, ne peut pas se faire sans resituer leur projet. Et par exemple, leur projet est un projet de socialisation. Un projet de socialisation, en général, de socialisation démocratique. Et la question des savoirs reste centrale,
mais au même titre que la question de la socialisation, ce qui est peut-être un enjeu par rapport à d'autres approches. Voilà. Alors, sur ces différents éléments, là, je passe. Place de l'enfant prise en compte, j'avais essayé de relister, place de l'enfant prise en compte des centres d'intérêt, des besoins et particularités de l'enfance. Nous, on le retrouve dans les enquêtes actuelles sur différents courants. Par exemple, aujourd'hui, la question de l'aménagement de l'environnement d'apprentissage et de l'ouverture au milieu, c'est quelque chose qui revient très fortement. Certains connaissent peut-être le courant des classes flexibles, des environnements flexibles, des labs qui se développent, où moi je suis en train de suivre une thèse sur l'école dehors, qui depuis 5 ans redevient quelque chose très à la mode. Le retour des méthodes actives aussi, qui prennent la forme des approches socio-constructivistes, et puis la question de la fonctionnalité. Donc, si je vais sur la question de la mesure de l'efficacité de ces pratiques, là, on commence à être un petit peu embêté. Alors, pour préparer cette intervention, moi, j'ai essayé de rechercher toutes les recherches disponibles de type un peu longitudinal qu'on peut trouver sur l'efficacité de ces pratiques. Et clairement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je n'ai pas trouvé grand-chose parce que, en fait, ce sont des pratiques qui ont été évaluées massivement, ou en tout cas analysées massivement dans des travaux de recherche ou des thèses, dans un registre essentiellement analytique et compréhensif. Sur la pédagogie freinée, il y a une vingtaine de thèses. Sur Montessori, il y en a entre 5 et 10. Après, c'est difficile parce que parfois, il n'y a que des passages. Mais dans des entrées parfois didactiques, parfois sur l'histoire des idées, sur la sociologie, mais rarement sur l'entrée de l'efficacité. Et je crois que c'est intéressant à constater. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des pratiques qui, par contre, ont un point aveugle de ce côté-là. Mais avec ce que je viens d'entendre juste avant, je suis beaucoup moins inquiet, en fait, puisque quand on nous renvoie sur la preuve, en fait, elle est toujours très relative, si j'ai bien compris. Et donc, par rapport à ça, je vais prendre l'exemple de la pédagogie freinée, ce que j'ai le plus travaillé pour ma part. On a, par exemple, 3 enquêtes en 40 ans qui sont repérées, référencées dans une approche un peu longitudinale et transversale. C'est pas énorme, quand même, hein. C'est pas énorme, et elles ont comme caractéristique, donc il y a celle de Guy Avanzini et Friro, qui était sur une comparaison entre 2 écoles. C'était une expérience, je vous les raconte rapidement, puis je vous montrerai 2-3 éléments de conclusion. C'était au moment d'une construction d'une école, 2 bâtiments côte à côte identiques avec le même public, un bâtiment fonctionnant en pédagogie freinée, l'autre fonctionnant en pédagogie traditionnelle. Le rêve de l'expérimentaliste. Voilà. Et donc, ils ont analysé les effets, c'était sur une centaine d'enfants, donc c'était pas énorme. Et globalement, leurs conclusions sont les suivantes, c'est-à-dire, on permet de constater que les moyennes sont très voisines, sinon égales, en ce qui concerne l'arithmétique, les opérations, l'orthographe des noms, la lecture. Et peut-être que éventuellement, en orthographe des verbes, des accords, il y aurait un petit peu 2 points de plus en faveur de l'un ou l'autre échantillon. Globalement, on a là le résumé des questions des résultats scolaires des enquêtes sur ces pédagogies. On ne voit quasiment jamais de résultats, plus performants à travers ces pédagogies dans le registre scolaire. On peut prendre ça comme une très mauvaise nouvelle, mais moi je peux le prendre à l'inverse, comme plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ces pédagogies, en termes scolaires, ne défavorisent pas les enfants. Par rapport à des enjeux, par rapport aux attaques qu'elles ont pu subir à de nombreuses reprises. On a la même chose dans une enquête, là, celle-là beaucoup plus récente, qui est l'enquête de Yves Reuter, qui est une enquête longitudinale assez intéressante qui a été faite sur 5 ans à côté de Lille, à Mont-Saint-Barreuil, où là c'est une enquête pluridisciplinaire du laboratoire de recherche en sciences de l'éducation de Lille, avec des didacticiens. Ils ont enquêté en gros sur les questions didactiques, sur les effets d'apprentissage et sur les effets de climat. C'est une expérimentation que certains sont intéressés, qui était intéressante. En fait, c'est une école qui allait fermer parce qu'il y avait trop de problèmes d'incivilité et des résultats scolaires trop mauvais. Et du coup, le rectorat a accepté une vieille demande de l'ICEM Pédagogie Freinée de la région, de pouvoir tenter de faire une école freinée sur le site. Et donc, ils ont mis en place, je crois qu'elle fonctionne toujours, même si elle a failli fermer il y a 3 ou 4 ans. Et cette école, les résultats que montre l'équipe de Yves Reuter sont assez intéressants. Je les ai résumés très rapidement. C'est qu'au bout de 5 ans, ils montrent pour la pédagogie freinée un bilan positif. Alors, déjà sur le plan du climat scolaire, et là on voit que du coup, si on veut évaluer ces pédagogies, il faut s'intéresser fortement aux enjeux de l'environnement et du climat, avec une réduction forte des incivilités, des phénomènes de violence, beaucoup moins de stress, et puis aussi des enfants qui recommencent
à essayer d'expérimenter des choses, en gros à prendre le risque d'apprendre pour certains. Et sur le plan des résultats scolaires, cette enquête montre une progression des élèves par rapport à leur situation, en fait. Et au bout de 5 ans, ils constatent sur les évaluations nationales, en gros, un retour des résultats des élèves à la normale attendue dans le registre d'élèves comparables. Et on retrouve cette idée globalement que ce sont des pédagogies qui ne vont pas avoir des effets particulièrement visibles sur la réussite scolaire et les enjeux les enjeux d'apprentissage, mais par contre, ils ont quand même réussi à travers cette pratique à structurer, à ramener les enfants à une forme de normalité. Et l'autre élément, c'est que comme on est sur des pratiques, et là on est en pédagogie freinée, donc ils vont mobiliser la coopération et l'entraide, c'est que par contre, les enfants, de manière très observable, et nous on le revoit dans une enquête que je vous présenterai un petit peu après, construisent des compétences sociales qu'on ne construit pas dans les pédagogies plus traditionnelles. Autrement dit, on peut prendre le côté inverse de ces résultats, c'est que là où il n'y a pas de compétences, les connaissances scolaires ne sont pas forcément beaucoup plus fortes dans ces pédagogies, mais par contre, il y a la construction de compétences sociales qu'on ne construit pas par d'autres modèles. Et je vais faire une aparté. Moi, là, on a un tout petit projet sur un collège au Havre en classe coopérative. Et en fait, on a repéré la même chose. Alors, méthodologiquement, ça mériterait franchement d'être prolongé sur plusieurs années. Mais en fait, sur le brevet des collèges, si on compare la classe coopérative avec les 3 autres classes de l'établissement, ça fait 3 ans de suite qu'en fait, la classe coopérative a des résultats un tout petit peu meilleurs que les 2 autres classes comparables, puisque la 4e, c'est la classe à horaire aménagé musique et il y a un peu de choix sociologique qui se fait dans le public, on va dire. Et par contre, quand on analyse le détail des résultats, en fait, les gamins de cette classe ont des meilleurs résultats parce qu'ils ont des meilleurs résultats à l'oral. Ils ont des meilleurs résultats à l'oral. Et du coup, ça fait une toute petite différence avec les autres pour le brevet des collèges. Et du coup, je pense que l'hypothèse qu'on peut poser que ces pédagogies travaillent des compétences psychosociales un peu différentes, moi, me semble intéressante à prolonger fortement. Alors si je continue là-dessus, on a une dernière enquête plus récente encore, là qui a été faite à Liège, elle est de 2018, où là c'est une assez grosse enquête qui est sur 1500 élèves. Alors, en Belgique, il y a de la pédagogie freinée dans le secondaire, ce qu'il y a peu en France. Et en fait, ce qu'ils mettent en avant, qu'on a dans le résumé de leur présentation, c'est qu'en fait, les élèves du 3e cycle des établissements freinés, donc à niveau socio-économique équivalent, obtiennent en gros aux épreuves communes des résultats également similaires. Mais par contre, dès lors qu'on les interroge sur leur environnement socio-éducatif et sur leur plaisir dans les apprentissages, on est sur des enfants qui ont une histoire scolaire beaucoup plus positive. Et là, la question que je me pose, là, c'est déjà, est-ce que rien que ça pourrait pas être pas inintéressant, en fait. C'est-à-dire, pour ma part, je suis plus à défendre l'idée que ces pédagogies ont des effets miraculeux, vous l'avez compris, et je pense qu'on pourra multiplier les recherches dans ce sens-là, sachant que je vais essayer de développer aussi les écueils qu'il y a dans ces pédagogies, mais que par contre, ces enquêtes nous posent vraiment la question de savoir ce qu'on évalue quand on évalue l'efficacité d'une pédagogie. Si on n'évalue que des compétences cognitives et scolaires, ou si on intègre des compétences psycho-affectives dans nos dispositifs d'évaluation. Et là, je crois que pour la plupart, si on prend par exemple PISA, il y a des choses pas inintéressantes dans PISA, notamment par exemple le fait que sur les compétences psycho-affectives du stress, les élèves français apparaissent extrêmement stressés. Et que du coup, là, dès qu'on intègre ce critère-là, pour moi, ça fait partie des éléments qui nous paraîtraient intéressants à discuter et à regarder dans nos choix pédagogiques et donc nos choix de politique. Voilà. Alors, sur ces différents éléments, c'est aussi se dire que là, j'ai pris des enquêtes qui vont dans le sens de cette pédagogie. Il y a aussi des enquêtes qui vont pas vraiment dans ce sens-là. Alors, je voudrais revenir sur un débat que vous connaissez peut-être, donc je vais aller assez vite, mais qui pour moi est assez intéressant. C'est le débat qui a eu lieu en France, en Belgique, en Suisse peut-être, je ne sais pas, je suis pas allé jusqu'en Suisse pour voir si ce débat qui a été le débat sur la remontée des enjeux de pédagogie explicite. Et débat qui a été porté par des collègues canadiens, notamment Steve Bissonnette,
Voilà. Le débat est le suivant, c'est-à-dire ils ont remobilisé dans un article assez important, intervention pédagogique efficace et réussite scolaire des élèves provenant de milieux défavorisés. Ils ont d'une certaine manière remis en cause toute une approche des apprentissages devenue dominante dans nos lieux de formation, qui est en gros l'approche socio-constructiviste liée aux méthodes actives. Et dans ces travaux québécois, ils s'appuient fortement sur des travaux anglo-saxons et des méta-analyses pour venir développer, affirmer la supériorité d'une certaine manière de ce qu'ils appellent les méthodes centrées sur l'enseignement par rapport aux méthodes centrées sur l'apprenant. Ce qui a fait un bon débat. Pour faire vite, il s'appuie sur la plus grosse enquête sur laquelle il s'appuie, elle s'appelle Follow Through. C'était une enquête qui comparait 9 types de méthodes séparées, qui s'est déroulée pendant 10 ans aux USA, entre 1972 et 1980, et qui est une enquête, très très grosse enquête. Je crois que c'est plus de 70 000 enfants de mémoire, il faudrait vérifier. Et derrière, pour montrer que globalement, les méthodes d'instruction directe associées soit à des approches plutôt behavioristes, et eux, ils vont développer sous le nom de pédagogie explicite aujourd'hui la pédagogie du modelage, en fait, soit sur des approches plus traditionnelles de l'enseignement direct en lecture, que ces méthodes seraient plus efficaces et avec un argument d'autorité assez fort dans l'ensemble de leurs articles, quoi. Et donc, en creux, on est typiquement sur les approches qui viennent déconstruire l'idée forte portée par les pédagogies différentes d'un intérêt pour des méthodes actives, la pédagogie de projet. On peut associer ça à un autre courant sociologique en France, qui est celui de mes collègues, je voulais en parler en conclusion, mais autant en parler maintenant, collègues sociologues des inégalités scolaires, notamment de Escole Paris 8, qui déconstruisent l'idée, par exemple, que sous les notions de pédagogie invisible et de malentendu scolaire, qui montrent que les pédagogies plutôt issues de l'éducation nouvelle ont comme particularité de ne pas justement expliciter les enjeux très spécifiquement, puisqu'on veut que les élèves cherchent, en fait, quoi. Et que ce sont des pédagogies, mais Philippe Mérieux a montré ça déjà il y a une trentaine d'années, donc la nouveauté pour moi est relative, qu'on est sur des pédagogies où la question du transfert est compliquée, où il y a toujours le risque que les élèves ne voient que la surface de l'activité et pas l'enjeu d'apprentissage. Ce que Bernstein appellerait les pédagogies invisibles. C'est-à-dire ce sont des formats pédagogiques qui ne donnent pas à voir les savoirs qu'ils mettent en évidence et qui attendent de l'élève qu'il fasse à travers son expérience une forme de formalisation, d'institutionnalisation des savoirs. Et ça, notamment, je crois que c'est un enjeu qu'il faut entendre, en tout cas, nous, quand on travaille sur les pédagogies différentes, parce que, et c'est là où on peut rentrer dans des controverses scientifiques sans doute beaucoup plus fécondes, de mon point de vue, il y a besoin d'avoir des vraies controverses sur ces enjeux-là, mais qui ne soient pas des controverses idéologiques, qui soient des controverses venant... voilà, moi, pour ma part, j'ai travaillé avec des collègues d'Escole pendant 3 ans sur un projet. Ça m'a beaucoup aidé, justement, à repenser les limites de ces pédagogies. Parce que je repense au schéma que montrait Philippe Mérieux ce matin, on est typiquement dans des enjeux où il y a des risques permanents de militantisme. Et quand vous êtes, comme moi, militant de pédagogie freinée historiquement, et que vous allez enquêter sur la pédagogie freinée, je sais bien qu'épistémologiquement, mon pire ennemi, c'est moi-même. C'est-à-dire la tendance que je pourrais avoir à vouloir trouver ce que je veux chercher. Enfin, ouais. Et là, pour le coup, on a besoin, dans ces pédagogies, je pense, et dans ces débats, de beaucoup de lucidité de part et d'autre, pour rentrer à nouveau dans des débats de type contradictoire plutôt fructueux. Il me semble que là, la période est beaucoup plus idéologique que ça, puisque j'entendais aussi sur les méthodes de lecture ce matin. Voilà. Bon. Et sur les enquêtes qui viennent contester l'efficacité de ces pratiques, il faut néanmoins se redire qu'il y a un petit problème avec l'outil qui est mobilisé. Par exemple, si on regarde Follow Through, on met dans une même catégorie des choux et des carottes. C'est-à-dire, il y a des différences quand même importantes entre les pédagogies actives venant des didactiques socio-constructivistes contemporaines de la forme scolaire et les pédagogies de la cogestion à la freinée, voire même les pédagogies libertaires. Par exemple, en ce moment, il y a une notion qui me gêne un peu, c'est qu'on voit assimiler aux pédagogies alternatives des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Montessori, c'est une pédagogie très guidante. C'est une pédagogie du choix, les enfants choisissent leur activité, mais ils choisissent dans un registre d'activité qui est extrêmement contraint. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Freinet et sa cogestion et ses méthodes naturelles, où on part des propositions des enfants, mais le tout encadré quand même par une systémique très lourde, avec une programmation d'un plan de travail ou des choses comme ça.
et qui n'a encore pas grand-chose à voir, à mon sens, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles démocratiques, qui sont des écoles, des pédagogies centrées sur les approches de l'école Sudbury, qui est très proche de Libre aux enfants Summerhill de Neil. Où là, on est pour le coup dans des pédagogies où la question des savoirs peut très très vite disparaître des enjeux, quoi. Hein, voilà. Et que par conséquent, ce qui est un peu gênant et pour ça que je voulais démarrer par cette définition, c'est que ce qu'on met dans l'étiquette sous ces pédagogies, y compris méthodes actives, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, il faut qu'on rentre dans la finesse des projets pédagogiques portés par chacune de ces méthodes. Et c'est aussi le deuxième contre-argument, en tout cas pas contre-argument, mais qu'il faut prendre en compte, c'est un collègue belge, Vincent Carrette, qui l'a mis en évidence, c'est que la question de l'efficacité mesurée, elle renvoie toujours aux outils qu'on utilise. Et donc, il développe, par exemple, si je commence à évaluer l'efficacité d'une pédagogie par des exercices scolaires et des tests scolaires, c'est pas spécialement étonnant que les pédagogies les plus scolaires et qui sont fondées sur de l'entraînement à ce type d'exercice aient des meilleurs résultats. Et eux, ils ont essayé d'évaluer par compétences les mêmes enjeux, et ils peuvent conclure que dès lors que j'évalue par compétences, c'est les pédagogies qui sont basées sur l'approche par compétences qui semblent avoir les meilleurs résultats. Donc il faut aussi prendre ce recul-là sur l'outil, mais pour moi c'est assez complémentaire de ce que je viens d'entendre sur l'ensemble de ces enjeux. Alors, dans les nouvelles formes de validation, j'essaye d'avancer dans le temps par rapport à ça. Les travaux issus des neurosciences affectives et cognitives nous permettent peut-être en ce moment de revenir un petit peu sur, sur quelque chose de plus consensuel. Moi, j'étais assez surpris de voir un article de Olivier Houdet il y a 3 ans sur la pédagogie freinée, qui est assez dithyrambique sur la pédagogie freinée. Et je pense que ce qu'il marque ici, je laisse une petite citation, si les sciences cognitives ont largement confirmé les principes fondamentaux de la pédagogie freinée, cette validation reste indirecte car les études expérimentales ne visaient pas à tester la méthode en tant que telle. Et l'idée, pour moi, est la suivante, et elle est aussi partagée, on la retrouve chez Philippe Mérieux dans la riposte, c'est qu'en gros, la plupart des connaissances qui nous arrivent en ce moment des neurosciences viennent valider d'une autre manière des intuitions pédagogiques très fortes issues des pédagogues de l'éducation nouvelle. À part ça, et puis quelques intuitions peut-être plus behavioristes sur la place du feedback, globalement. Mais du coup, on a aussi une vraie convergence, moi, il me semble, des résultats de recherche en ce moment sur ces questions. Et c'est pour ça que c'est surprenant de voir un débat aussi militant, idéologique, avec des gens qui n'ont pas lu, qui manifestement ne sont pas forcément lus les autres, ceux qui critiquent. Et donc là, on a un enjeu. On peut aussi citer, alors je l'ai mis là, mais parce que c'est une recherche quand même qui a marqué en tout cas les pratiques. C'est la recherche de Céline Alvarez qui n'obéit absolument pas. Non, je sais bien, qui n'obéit absolument pas à des critères méthodologiques, universitaires, épistémologiques. Mais en même temps, elle a été prise comme une recherche par les enseignants dans les écoles. Et ces propositions, en tout cas, moi je le constate sur le terrain, ont été prises par les professionnels comme des recherches. Et tout l'argumentaire, on va dire, issu des neurosciences, notamment sur la question de compétences exécutives et ainsi de suite, c'est diffusé à travers ça. Et donc moi, c'est une expérimentation qui m'intéresse. Je parlerai plus d'expérimentation, du coup, donc, mais oui. Pas au sens... une expérience pédagogique. Ouais, voilà, ça c'est bon, là. Ouais, d'accord. Voilà, cette expérience pédagogique, moi, elle m'intéresse à déconstruire, à la fois dans la croyance un petit peu scientiste qu'elle a montrée, mais en même temps sur l'impact que ça a pu avoir sur des pratiques professionnelles. Et donc là, on a des enjeux sans doute à réfléchir aussi sur la communication et la déconstruction. Alors, je voulais terminer sur la difficulté méthodologique du coup à évaluer les effets randomisés de ces pédagogies. Je crois que ça va être complètement dans le sens de l'intervention précédente, c'est-à-dire que le monde scolaire est quand même un espace complexe, difficilement réductible à des variables. Et donc c'est là où, c'est comme ça que moi j'ai compris la proposition d'Olivier Houdet. Ce qui m'a intéressé, c'est l'idée de dire on a besoin de tous les travaux, plutôt dans des démarches expérimentales, qui vont valider, invalider différentes dimensions, mais sans la tentative applicationniste, je dirais. Puisque le milieu résiste toujours, la complexité du milieu résiste toujours par rapport à la situation artificialisée de la... Et c'est là où, sur les recherches, y compris les recherches interventionnelles, il y a toujours une réduction du milieu qui mériterait... qui me paraît quasi impossible à construire. Ensuite, le fait aussi, c'est ce qu'on est sur ces pédagogies, la variabilité des pratiques à l'intérieur de ces pédagogies est extrêmement importante.
Et donc, on évalue là encore probablement des choux et des carottes sous une même étiquette. Autrement dit, si je prends la pédagogie freinée, il est très difficile d'identifier des praticiens mettant en œuvre ces méthodes dans une globalité, dans un temps long. Parce que les pratiques des professionnels sont variables, parce que les étiquetages sont variables. Alors je vous ai mis parce que ça m'a fait rigoler, là c'est un rapport du Sénat de 2022, en février, là, qui nous dit que, alors, ils ont évalué le dédoublement des CP à 12, et ils ont interrogé les enseignants sur les pratiques qu'ils font. Et ils nous disent que globalement, 60% des enseignants en REP déclarent recourir à la pédagogie Montessori et 59% à la pédagogie freinée, contre respectivement 43% et 41% pour l'ensemble des enseignants. Je ne sais pas si vous êtes allé depuis longtemps dans des écoles, mais le chiffre est plutôt surprenant. C'est-à-dire que globalement, il est fort probable qu'il y ait une confusion entre l'utilisation de techniques venant de ces pédagogies et la mise en œuvre de la systémique de ces pédagogies. Et oui, 60% des enseignants utilisent peut-être à un moment donné un outil Montessori, un outil freiné. Et là, du coup, pour moi, c'est une vraie question méthodologique. C'est-à-dire, à partir de quand je vais pouvoir considérer que je vais évaluer, je vais travailler dans une école freinée ou Montessori, c'est-à-dire. Et pour le coup, ça fausse sans doute aussi pas mal de résultats par rapport à ces enjeux quand on parle de ces pédagogies. Et l'autre élément, c'est que la variabilité, du coup, elle se joue aussi à l'intérieur des pratiques des professionnels. Les professionnels se reconnaissent de moins en moins dans une pédagogie donnée. Et il y a des formes d'hybridation de ces pédagogies, alors qui peuvent poser des problèmes un peu de valeur, on va dire, parce que quand on connaît la systémique Montessori, la systémique freinée, c'est pas totalement compatible quand même dans la place de l'enfant. Mais les professionnels, eux, construisent un modèle qui leur paraît cohérent. Et qu'est-ce que c'est comme pédagogie? J'aurais un peu de mal à le définir. Est-ce que je peux prendre encore 5 minutes? Oui. Ouais, bon, voilà. Et donc, par rapport à l'ensemble de ces enjeux, je voulais terminer du coup sur le fait de défendre l'idée que, loin de moi, l'idée de remettre en cause les recherches randomisées qui, pour moi, ont un vrai intérêt pour, à un moment donné, arbitrer sur certaines choses et attirer notre attention sur des croyances, sur des mythes dans pédagogie et pour pouvoir les rediscuter en tout cas. Mais je crois qu'on a besoin de toute façon d'une approche complémentaire entre des approches plus expérimentalistes et des approches de type qualitative. Alors nous, on est plutôt du côté des recherches qualitatives. Donc ce que je vais appeler la recherche qualitative, c'est dans le cadre de recherche pédagogique qui vise à accompagner la transformation des pratiques, mais en essayant de faire en sorte que les acteurs, les enseignants, les professionnels, on fait ça aussi dans le périscolaire, puissent s'en emparer. Et donc, on est clairement inscrit dans une dynamique épistémologique qui n'est pas objectiviste, qui n'est pas distanciée et qui a une visée transformative. Or, pour le coup, ces épistémologies, moi, c'est ce qui me gêne un peu dans certains débats, c'est qu'elles me semblent tout aussi légitimes à l'université, notamment, que des épistémologies rationalistes, positivistes. Et il faut qu'on puisse aussi, là, construire, je pense, une discussion, un élément de travail collectif, parce que ces différentes entrées se répondent, à mon sens, plus qu'elles ne s'opposent. Donc nous, on fait plusieurs types de recherches dans ce sens-là. C'est des recherches qualitatives puisqu'elles sont compréhensives. Et notre objectif, c'est d'essayer de comprendre la complexité des pratiques par des techniques d'enquête ouvertes. Donc on utilise du coup ce qu'on pourrait appeler, là on fait de la recherche sûre. Et on travaille avec des entretiens avec les éducateurs, des observations, des entretiens avec les enfants, avec les familles, pour essayer de comprendre à la fois du point de vue d'un chercheur extérieur et du point de vue des acteurs ce qui se joue et des personnes ce qui se joue. Et là, pour le coup, on est vraiment dans des formes de validation empirique, mais qui ont quand même un sens. C'est-à-dire, pour moi, quand je travaille avec des enseignants et qu'à un moment donné, là, je prends l'exemple des classes flexibles qui est un peu à part, en ce moment, on a une recherche sur un terrain où l'ensemble des enseignants se déclarent satisfaits de cette forme de travail et positionnent que, ça a changé leur manière de faire, ça leur redonne goût à leur travail et qu'ils voient leurs élèves progresser. Quel statut je peux donner à cette affirmation? Voilà. Pour moi, c'est une forme de validité. Alors, une validité empirique, mais c'est quand même une forme de validité. Et donc, il faut qu'on puisse faire dialoguer cette forme de validité aussi avec les limites qui vont être posées certainement par d'autres recherches qui vont nous montrer que peut-être que leurs impressions d'effet sur leurs élèves, c'est pas vraiment comme ça que ça marche à l'arrivée. Et que du coup, on va pouvoir nuancer les choses.
Mais ces deux éléments me paraissent, alors certainement pas du même poids dans la balance, mais en tout cas, on leur place tous les deux dans la balance, de mon point de vue. L'autre élément, c'est aussi des axes, des recherches-actions que nous, on fait plutôt participatives, qui seraient sans doute de la même famille que vos recherches-interventions. Mais par contre, nous, on les gère dans l'horizontalité. Et là, c'est aussi une autre question qui est posée à la recherche sur ce type de pédagogie. C'est-à-dire que les experts de ces pédagogies, ce n'est pas les chercheurs. Les experts de ces pédagogies, c'est les praticiens. Et que par conséquent, il faut qu'on puisse construire des modèles qui nous permettent de faire dialoguer aussi ces deux formes d'expertise. Et donc, nous, on travaille sur des recherches du type, donc on appelle ça recherche-action collaborative ou recherche-action-intervention. Voilà. Et l'idée, c'est que là, on va faire de la recherche pour, c'est-à-dire au service de la transformation des pratiques, et de la recherche avec de la co-construction des objets, des indicateurs et des outils permettant l'évaluation des pratiques. C'est très compliqué. Moi, je fais ça depuis maintenant 5 ans. C'est beaucoup plus compliqué qu'une recherche en extériorité parce qu'en fait, il va falloir construire les indicateurs et les négocier avec les acteurs. Mais dans le même temps, ça me paraît à l'arrivée beaucoup plus pertinent parce qu'il y a une finesse de l'analyse qui, là encore, va faire dialoguer des éléments didactiques, des éléments psycho-affectifs tels qu'ils les perçoivent, des enjeux, et nous, on va pouvoir amener de l'extérieur d'autres modèles théoriques. Donc, pour terminer sur ces enjeux, c'est-à-dire que pour nous, là encore, la recherche en pédagogie peut permettre de construire des modèles d'intelligibilité de la pratique, formule de Marcel Craig, puis je crois aussi de Philippe Mérieux, et d'aller sur les effets observables. Et donc, pour terminer là-dessus, en montrant, j'espère qu'on est à peu près nuancé, c'est-à-dire que là, en ce moment, on a une enquête dans une école Freinet en Normandie, qui est une école constituée totalement en pédagogie Freinet depuis 40 ans. 35 ans. Et ce que nous, on observe, et ce qu'on ne pourrait pas observer, je pense, par des enquêtes randomisées, c'est la quotidienneté d'une pratique qui nous amène à observer des dynamiques liées au climat, avec un engagement assez fort des enfants dans les situations pédagogiques. Et on observe les effets de mobilisation et de motivation. C'est-à-dire qu'il y a des observables de savoir si les gamins se mettent au travail, ne se mettent pas au travail, le font spontanément, cherchent à tricher, ne cherchent pas à tricher. Un environnement aussi très clairement où les enfants sont pris en compte comme personnes. Et là, par rapport à ce qu'on disait ce matin sur les enjeux d'attachement, sur les enjeux de relation bien-être au mieux-être, nous, on peut observer des choses de l'extérieur. Cette question donc des espaces inclusifs avec des pratiques institutionnalisées, notamment autour des débats réglés, et puis ce que je disais tout à l'heure sur la construction de compétences sociales. Mais aussi parce qu'on est des chercheurs, puis je m'arrêterai là, globalement, nous observons aussi comment ces pédagogies peuvent être l'objet d'énormes malentendus. Malentendus sur les procédures, les principes organisateurs des pratiques, qui fait que l'analyse complexe se retrouve. C'est-à-dire, là, c'est une école Freinet, je ne suis pas sûr que je pourrais ranger la systémique de travail des 10 enseignants de cette école Freinet comme pratiquant une systémique Freinet réellement, en regardant leurs pratiques élément par élément. Et on voit réapparaître très vite les risques que les pédagogues ont pointés depuis longtemps liés à ces pratiques, c'est-à-dire par exemple très clairement en général le risque du spontanéisme dans la construction des connaissances, comme si il suffisait de mettre les enfants en activité pour que ça fasse des apprentissages. C'est un vrai risque, et notamment dans les personnes qui débutent dans ces pédagogies, ils sont fréquemment confrontés à ce risque-là. Par rapport à ce qui était dit ce matin en lecture par M. Bouchard, il y a une méthode naturelle de lecture-écriture en pédagogie Freinet, et nous on observe énormément de malentendus dans la compréhension didactique de cette pédagogie, de cette approche de la lecture. Pour faire vite, c'est pour moi la pédagogie Freinet, la méthode de lecture Freinet tient parce qu'on les fait écrire. Et comme on les fait écrire, c'est en fait une méthode alphabétique. Voilà, c'est en fait une méthode alphabétique parce qu'on rentre par l'écriture et après avec des activités qui peuvent jouer à différents niveaux de l'apprentissage. Là, je vois des enseignants qui n'ont pas forcément toujours compris ça. Et donc, si vous mettez en place les autres parties de la méthode sans un appui massif sur l'écriture et sans une recherche de l'explicitation des codages graphème-phonème, vous recréez une méthode globale. Et donc là, on voit aussi toutes les limites de ces pratiques et c'est notre présence dans les écoles qui va permettre d'évaluer ça et de pouvoir en rendre compte aux acteurs. On a aussi un autre gros problème dans ces pédagogies, c'est l'équilibre directivité-non-directivité, parce qu'elles sont très souvent assimilées dans les représentations à des pédagogies libertaires. Et il faut des adultes qui acceptent d'incarner d'une certaine manière et l'autorité
et une forme de guidage dans les activités, dans les apprentissages, et aussi beaucoup le rapport à l'enfant, à son métier d'élève, puisque ce sont des pédagogies qui misent beaucoup sur la responsabilisation des enfants, mais on voit se développer des métiers d'élèves de contournement extrêmement sophistiqués, consistant, comme nos étudiants à l'université, à donner tous les signes du travail en étant en train de faire autre chose. Voilà. Donc c'est là-dessus que je voulais aller pour montrer que globalement, les recherches qualitatives peuvent quand même nous apprendre beaucoup de choses sur ces pédagogies, et sans être dans un militantisme, venir de manière très complémentaire, avec des recherches plus extérieures et randomisées, nous aider à penser l'efficacité de ces pratiques. Voilà, je vous remercie.